Sur Internet, il devient difficile aujourd'hui de faire la différence entre de vraies images ou des contenus générés par les intelligences artificielles. Vous avez déjà peut-être entendu parler de Sora 2 ou de Nano Banana Pro. Ce sont des modèles d'IA générative hyper performants. Pour en parler, on reçoit Damien Moreau. Yorana. Alors tu es expert en IA, c'est ça? Oui. Alors avant de commencer notre interview, on va débuter par une petite définition. Place au mot de la semaine. Alors le mot de la semaine, ce sera IA générative. Donc c'est un type d'intelligence artificielle capable de générer que ce soit du texte, de la photo, de la vidéo, même de la musique. Aujourd'hui, on va parler plutôt des IA qui génèrent des images. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à cette définition? Non, c'est ça, c'est vraiment l'IA qui est la plus connue en ce moment et qui est la partie en vrai, créative de l'IA. Il y a quelques mois, on arrivait encore à détecter les erreurs dans les images générées par l'IA, que ce soit des mains avec 6 doigts par exemple ou des faux raccords. Aujourd'hui, on n'arrive pratiquement plus à voir la différence. Comment est-ce qu'on explique cette évolution rapide ? Premièrement, par la quantité de données qu'on peut processer aujourd'hui, ça a vraiment amélioré en puissance de calcul et en données disponibles. Et maintenant, on a vraiment des techniques pour garder le contexte, c'est-à-dire que quand on va lui donner une image et on va lui demander de rajouter quelque chose dans l'image, on va vraiment modifier qu'une partie de l'image et pas régénérer toute l'image. Et c'est ça qui pouvait créer pas mal de problèmes initialement. Quand on demande à Nano Banana de Gemini, par exemple, de représenter certaines personnalité publique, elle refuse, idem pour Sora. On peut lui confier notre propre image, mais pas celle de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui a déjà été détourné. Est-ce que c'est contournable ? Ouais, c'est un peu comme le chat et la souris. En fait, l'IA, si on lui demandait tel quel, elle le ferait, mais il rajoute des garde-fous pour pas avoir de problème de procès et de deepfake. Et donc, forcément, on peut toujours trouver un moyen pour rentrer, mais ça va être toujours de plus en plus difficile. Et ça veut dire que les deepfakes de personnalité, on en voyait déjà il y a quelques années. Il y en a une qui était très connue d'un faux discours de Barack Obama. Ça veut dire que ce genre de phénomène, ça va s'intensifier finalement ? Oui, après, les providers d'IA vont faire en sorte de restreindre un maximum, mais il y a des acteurs comme l'IA d'Elon Musk qui sont beaucoup plus permissifs. Et donc, forcément, des gens vont arriver à trouver des IA où ils vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, ça va être vraiment un jeu de chat et la souris entre les gens qui veulent faire des deepfakes et les gens qui essayent de les en empêcher. Comme tu dis, il y a des garde-fous et puis il y a également un règlement européen sur l'IA qui est entré en vigueur en 2024, si je ne me trompe pas, et qui a été modifié de nombreuses fois. Est-ce que ça va suffire à protéger nos données à tous, pas que les personnalités, tout le monde ? Il y a deux trucs importants dans ce règlement. C'est donner de l'information à l'utilisateur en disant cette image ou cette vidéo elle a été générée par l'IA. Mais après, est-ce que les gens vont vraiment le faire ? Donc les gros acteurs, ils vont s'y mettre, mais nous, en tant qu'individus, je pense que personne ou peu de personnes va le faire. Demander plus de transparence sur quelles données ont été utilisées pour entraîner les IA. Donc ça va dans le bon sens. Par contre, c'est un règlement qui est qu'européen, et que les gros acteurs aujourd'hui sont américains ou chinois, et ils ne sont pas soumis à ce genre de règlement. Donc ça va freiner surtout en Europe, mais dans les autres pays, ça va être plus compliqué de légaliser. Aujourd'hui, sur quoi elles s'entraînent des IA comme Sora ? Où est-ce qu'elles vont chercher des données ? Majoritairement sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu. C'est vraiment ça. Et après, sur Facebook et autres, ça peut aussi servir à entraîner ou les films, voilà. Sur Facebook, ça veut dire que même si notre profil est protégé, potentiellement... Si c'est public, ils peuvent retrouver en fait ce genre d'informations. Et donc si sur YouTube, si je suis dans une vidéo sur YouTube, même si j'ai pas donné mon accord pour ça, potentiellement une IA peut s'entraîner sur mon image. Oui, ça arrive. Parmi les garde-fous, on va dire, par exemple Sora, normalement il y a un marquage sur les vidéos qu'elle génère. C'est quelque chose qu'on peut faire sauter assez facilement. Aujourd'hui, concrètement, comment on distingue une vraie image d'une fausse ?
comme tu l'as dit, il y a tous ces marquages et maintenant ils te mettent à disposition des sites où tu peux demander est-ce qu'il a été généré par Sora, est-ce qu'il a été généré par un Nanobana Pro. Mais c'est quand même assez facile de la faire sauter. Maintenant, ils utilisent des IA pour détecter si une IA a généré. Par exemple, en fait, on va avoir des petits problèmes dans l'image qu'à l'œil nu, on va avoir du mal à voir. Et avec une IA, elle va peut-être plus facilement se rencontrer. Et même avant Photoshop, on pouvait dire ah bah cette image, elle a été modifiée, quoi. Et ça se voit souvent par la lumière, ce genre de choses qui sont très difficiles à voir en fait à l'œil humain. Donc finalement, aujourd'hui, on crée des IA pour lutter contre le contenu généré par les IA. Et est-ce qu'il existe peut-être des solutions techniques pour lutter contre les deepfakes, contre ces choses-là ? Le truc, ça va être pour par exemple, ceux qui font des news, de pouvoir valider que la vidéo, l'estampiller eux-mêmes en disant cette vidéo, elle est à nous, et de telle sorte à ce qu'on puisse vérifier la source. Mais vérifier vraiment la vidéo, ça va être compliqué. Donc, en fait, on va devoir se mettre une étape après. C'est plus vraiment faire confiance dans les vidéos de news, par exemple, et aller voir si directement sur le site de TNTV et dire ok, est-ce que c'est vraiment vous qui avez créé cette vidéo, quoi. Oui, parce que finalement, même un logo, que ce soit TNTV ou un autre média, on peut tout à fait le rajouter sur une vidéo générée par IA, finalement. Et ça se fait beaucoup sur X, Twitter, pour faire de la désinformation. Et ça, pendant 15-20 minutes, ça peut marcher. Et après, il y aura des démentis, mais l'information, elle aura quand même circulé pendant quelques minutes. Merci beaucoup Damien pour ces premières réponses, et pour continuer sur le sujet, on va accueillir un deuxième invité. Yorana Charlie. Yorana Manon. Alors les gens te connaissent en tant qu'artiste, tu es aussi professeur de philosophie. Alors on parlait de comment détecter une fausse image. Dans l'autre sens, quand on est, je sais pas, un internaute, comment finalement ne pas croire tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ? Alors, pour faire appel à la philosophie, parce que c'est ça qui me plaît avec les IA, c'est que de nos jours, ça fait ressortir tout un tas de conversations philosophiques que des gens avaient bien avant les IA. Descartes, première méditation, on dirait il faut douter des sens, donc faire la pratique d'un doute absolu, méthodique, radical, qui fait que douter de tout. Quand vous voyez une image sur le net, partez du principe qu'elle est fausse. Toutes les images que vous voyez sont fausses. À partir du moment où vous partez du principe que tout est faux, vous êtes déjà un peu en mode de protection, vous n'êtes déjà pas totalement dupe. Et ensuite, on vient le processus de vérification. Mais avant quoi que ce soit, vous voyez quelque chose qui passe sur Internet, partez du principe qu'il est faux. Et finalement, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans l'excès, sans parler des complotistes qui vont forcément voir le mal partout, mais est-ce qu'on n'en vient pas à douter même d'informations vérifiées, de médias solides Évidemment. Est-ce un mal ? Ça, je ne sais pas, il faut, parce qu'encore une fois, avant les IA, avant les intelligences artificielles, il y avait Photoshop. Quand Photoshop arrivait, encore une fois, les images, elles sont fausses déjà depuis Photoshop. Le modèle que vous voyez en couverture du magazine et qui est magnifique, oui, parce qu'il y a eu tout un tas de make-up, il y a eu un tas de lighting qui ont été faits pour le prendre, puis il y a eu tout un tas de post-production qui fait qu'on a affiné etc. Donc cette image, théoriquement, la personne qui est dessus, elle est fausse, tu vois, c'est pas la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit les images de paparazzi. Oui, t'as vu la tête qu'elle a quand elle n'a pas le make-up ? Ah oui, c'est pas pareil. Il fallait déjà s'en méfier. Ce que vous voyez en couverture du magazine, c'est pas la vraie personne. Il y a eu tout un travail dessus, donc c'était déjà faux. Là, maintenant, c'est de pire en pire parce que, c'est beaucoup plus dur parce que ça peut, effectivement, c'est ta photo. Je peux prendre ton image, je peux prendre du son, je peux prendre ta voix, entraîner une IA sur ta voix qui va pouvoir refaire ta voix et te faire dire ce que je veux avec ton image qui parle. Et quelqu'un qui va être un peu moins sur la défensive va dire ah ben oui, non mais c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Et c'est là où c'est dangereux parce que non, c'est totalement faux. Donc encore une fois, à partir du principe, tout est faux. Alors, les IA ont des biais, c'est-à-dire qu'elles sont influencées souvent par leurs créateurs ou par les données sur lesquelles elles s'entraînent, dont on parlait tout à l'heure. On aura du coup des réponses qui ne sont pas toujours neutres lorsqu'on pose une question à une IA. C'est quoi le danger de ça ? Le danger, ça va être... c'est le principe de la chambre d'écho. C'est-à-dire qu'à un moment, l'IA, ça reste un programme, et l'IA, elle a souvent tendance à aller dans ton sens, en fait. Il ne va pas souvent contredire l'utilisateur.
Sauf si on le demande. Il y a des articles qui ont été mis qu'apparemment ChatGPT marchait mieux quand on l'insulte un peu et qu'on le traite mal. Donc du coup, il fait moins semblant de vouloir te satisfaire et il fait vraiment son boulot. Le danger, et pour le comprendre exactement, le danger qu'on a dans l'immédiat, c'est que pour l'instant, toutes les IA, elles ont été entraînées sur des œuvres humaines, créées par les humains, ce qui amène le problème d'éthique, etc., de copyright dont on parlerait. Le problème qu'on a maintenant, c'est que les IA commencent à être entraînées sur de l'IA. On en parlait, on développe des IA pour contrer d'autres IA. Maintenant, on a des IA qui vont être entraînées sur des images générées par de l'IA. Et pour comprendre ce qui s'est passé, on pourrait comparer ça avec la vache folle. La crise de la vache folle, je ne sais pas si on se rappelle de ce qui s'est passé, de cette grosse épidémie. Ce qui est passé, c'est qu'on a nourri des vaches avec des vaches. Et quand on donne... il s'est passé qu'on a développé toute une épidémie. Avec l'IA, c'est la même chose. C'est que si on commence à entraîner l'IA que sur des images d'IA, on va arriver à quelque chose qui est encore plus déformé de la réalité. Et si les gens se contentent de ça pour définir c'est ça la vérité, c'est-à-dire que c'est ça la réalité, puisque le discours que je tiens est en accord, là ça va être dangereux, parce qu'effectivement là tout est faux. Et tout est encore plus faux que c'est même pas entraîné sur quelque chose fait par des humains, c'est entraîné par quelque chose qui a lui-même été entraîné et ainsi de suite. À un moment on va perdre en qualité nécessairement, donc c'est encore plus dangereux. Retournez lire des livres qui ont été écrits à l'époque où ChatGPT n'existait pas et où les gens n'avaient pas ça, et ça peut aider aussi. Et justement, peut-être pour les plus jeunes, il y a encore un danger encore plus grand, on va dire, pour des jeunes qui finalement se fient aujourd'hui presque uniquement à l'IA et qui sont en train de se forger une opinion. Alors, oui, effectivement, mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont moins dupes au final que les plus âgés ou que les parents, qui, eux, vont avoir le côté un peu magique de l'ordinateur a dit ça, c'est que c'est ça. Eux, il y a le petit côté un peu de « ouais, t'es sûr, t'es machin », etc. Donc, mais effectivement, non, pour les plus jeunes, ce qu'il faut, c'est pas oublier que c'est un programme, en fait. Toutes les IA, pour l'instant, c'est un programme. Et un programme, il fera ce pourquoi il est programmé. Et il donnera des réponses à ce qu'on lui demande. C'est pas... Voilà. On n'en est pas encore aux AGI, qui sont les super IA, dont on parlera peut-être dans une autre émission, qui, elles, sont des IA qui apprennent d'elles-mêmes et qui se corrigent elles-mêmes, etc. Et là, c'est encore plus fou. Merci Charlie d'avoir été avec nous pour cette émission. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique qui a marqué la semaine à l'international. Le 4 décembre, Meta a annoncé commencer à supprimer les comptes d'utilisateurs australiens de moins de 16 ans sur ses plateformes, parmi lesquelles Facebook. Le gouvernement australien a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une première mondiale. La loi entre en vigueur ce 10 décembre. De son côté, YouTube a assuré que tous ses utilisateurs âgés de moins de 16 ans seraient automatiquement exclus le 10 décembre. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve en janvier. D'ici là, passez de très belles fêtes et en attendant, restez connectés à vos proches. Nana!